Mesdames et messieurs, bonjour. Fraude massive, exclusion politique, atteinte à la démocratie, le PPACI tire sur la sonnette d'alarme. Ce mardi 8 avril 2025, le professeur Sébastien Danon Guégué, président exécutif du PPACI, dévoile les dessous explosifs du contentieux électoral. Anomalie, usurpation, disparition suspecte, la vérité sur une liste électorale jugée provocante et frauduleuse. Une conférence de presse immanquable pour comprendre ce qui se joue en coulisses à quelques mois de la présidentielle. Visionnez-la jusqu'au bout, ne manquez surtout pas de laisser vos avis. Camarades membres de la direction du parti, camarades présidents et membres des organes du parti, camarades militants, militantes, chers amis de la presse et des médias, je vous salue au nom du PPACI et je vous remercie pour votre présence. Nous nous réunissons ce matin pour parler essentiellement du contentieux électoral. Donc merci d'être là, merci de nous écouter, parce que nous avons beaucoup de choses à dire et nous aurons beaucoup de choses à discuter avec vous tout à l'heure. Chers amis, à la suite de la publication de la liste électorale, ce qu'on appelle la liste provisoire, nous nous sommes prononcés pour dénoncer le caractère inutilement provocateur de cette liste. Nous avons été suivis par notre organe interne de lutte contre la fraude électorale, c'est-à-dire la sentinelle antifraude électorale, ou SAFE. SAFE qui a mis en nu des anomalies graves dans la liste électorale provisoire de 2024. Plus de 6 millions d'électeurs indûment inscrits avec des cas d'usurpation d'identité et des incohérences sur la nationalité, des déplacements arbitraires d'électeurs, l'apparition de nouvelles données dans la filiation d'anciens électeurs, la disparition subite et incompréhensible des noms des parents, comme si l'on voulait brouiller les pistes. Nous avons donc vu tout cela et nous sommes dit qu'engagés dans ce processus, il faut que nous fassions le bilan parce que le contentieux électoral est terminé depuis le 5 avril. Vous savez que la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire pour la période de 2024 s'est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2024. Avant, pendant et après cette opération, le PPACI, à travers différentes formes de communication, a émis de sérieuses inquiétudes et soulevé des préoccupations relativement à la fiabilité et à la crédibilité de l'opération. Celles-ci n'ont jamais été prises en compte. Nos inquiétudes et nos préoccupations n'ont jamais été prises en compte. Bien au contraire, nous avons été rabroués, voire méprisés. Le 17 mars 2025, la liste électorale provisoire pour l'élection présidentielle de 2025 a été remise aux partis politiques par la CEI. Cette liste contient 8 761 348 électeurs. Cette liste est gravement entachée de fraude, avec plus de 6 millions d'électeurs indûment inscrits. Ce chiffre alarmant remet en cause la crédibilité électorale indépendante, la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Pire, cette commission électorale n'a mené aucune vérification rigoureuse pour assainir cette liste, faisant ainsi prospérer des irrégularités au mépris des principes démocratiques fondamentaux. Ce manquement grave entache la transparence du scrutin et alimente une crise de confiance
majeur entre les électeurs et les acteurs des élections que sont les partis politiques. Les 27 milliards de francs CFA alloués à la CEI pour améliorer le processus électoral n'ont servi à rien. Cela soulève des questions quant à son efficacité et à sa responsabilité. Je vais parler de la CEI. Des incohérences dans les déclarations d'identité des électeurs, tout comme des dates de naissance erronées, révèlent des manipulations possibles. Cela remet en question la fiabilité, je le dis encore une fois, des données électorales. Plus de 7 853 cas d'usurpation d'identité ont été identifiés, ainsi que des incohérences majeures dans les actes de naissance des électeurs, des incongruités aussi et des tricheries flagrantes sur la filiation des électeurs. C'est donc dans ce climat grave d'irrégularité que malgré les entraves, les embûches, les manœuvres dissuasives, nous avons saisi toutes les voies de recours prévues par la CEI pour contester cette nouvelle liste électorale, j'allais dire cette mascarade électorale. Chers amis, donc, pour vous, je suis à mesure de dénoncer quelques obstacles majeurs que nous avons rencontrés. Il s'agit ici de l'éloignement des centres de réclamation. Si vous avez la chance, ce qui pose le problème de l'accessibilité des contestataires ou des électeurs qui voudraient bien faire des réclamations. Un début tardif de la réclamation dû à l'affichage tardif des listes et à l'indisponibilité des agents de la CEI. Une absence des listes dans les lieux de vote ou des listes tout simplement déchirées ou détruites. Une absence de correspondance des noms sur les listes électorales affichées avec les noms qui sont sur la liste électronique. Des informations contradictoires sur la recevabilité des réclamations. Le refus catégorique et méprisant des réclamations. Des tentatives d'intimidation. C'est le cas que nous avons observé ici à Cocody le 5 avril dernier, quand la CEI a appris que les femmes de Cocody s'en allaient pour faire les réclamations pour la réinscription du président de Gbagbo sur la liste électorale. Un dispositif sécuritaire sans commune mesure s'est déployé autour du centre de réclamation à Angré. L'exigence d'individualisation de chaque réclamation. Bien que cela ne soit pas prescrit par le code électoral, la CEI nous impose que les réclamations soient individuelles. Cette mesure est justifiée sur le plan légal, complique inutilement la procédure et semble n'avoir d'autre but que de décourager les citoyens désireux d'exercer leur droit de contestation. Des menaces d'arrestation pour des prétendues dénonciations calomnieuses. Des déplacements abusifs des électeurs d'un lieu de vote à un autre ou d'une région à une autre. Vous connaissez bien le cas emblématique du préfet Toby Vincent. Mais c'était que celui-là parce que c'est celui qui est connu. Et il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'anonymes qui subissent le même sort. Quels sont donc les résultats que nous avons obtenus? Pour commencer, je vous dirais que nous avons adopté la méthodologie préconisée par la CEI et en nous appuyant essentiellement sur l'article 7 de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral, qui dit ceci. La liste électorale doit contenir les éléments d'identification suivants. Il s'agit du numéro d'ordre, du numéro d'enregistrement unique, du nom et des prénoms, la date et lieu de naissance, du sexe, la profession, du domicile, du nom et des prénoms du père, la date et lieu de naissance du père, du nom et des prénoms de la mère, la date et lieu de naissance de la mère, une photo d'identité, des empreintes digitales de tous les doigts.
Voilà ce que préconise la loi, l'ordonnance portant révision de la liste électorale. Nous avons formulé des requêtes qui se résument en 3 groupes. Des requêtes sur la radiation pour cause de décès, des requêtes de radiation pour cause de non-respect de l'article 7 du Code électoral qui dispose que la filiation de l'électeur doit bien figurer sur la liste. Nous avons mis notre dévolu sur l'application de cet article. La réinscription d'électeurs sur la liste électorale et la rectification des éléments d'identification ou des lieux de vote. Parmi toutes les informations qui nous sont montées de l'intérieur, nous avons retenu le cas emblématique du Grand Nord comme cas d'école. Nous allons donc nous focaliser sur le Nord, le Grand Nord, comme cas d'école, qui va résumer ce que tous les autres ont subi. Ce choix, disons, c'est la particularité de cette zone, le Nord, qui est soi-disant le fief du RDR. Nous sommes focalisés sur les districts de Savane, du Denguélé et du Woroba. Dans ces 3 districts et dans les différentes régions que couvrent les districts, nos camarades ont suivi la procédure normale des réclamations. Parce qu'ils ont subi des formations, ils ont suivi des informations que nous avons prodiguées. Ils ont suivi donc la procédure normale. Et quand ils sont allés faire leur requête, dans 70%, dans 70 à 100%, leurs requêtes n'ont pas été acceptées. On ne les a même pas reçues. On a refusé de les recevoir. À plus forte raison, tu vas prendre leurs requêtes. Donc je précise bien, nos camarades n'ont pas été reçus, n'ont pas été autorisés à déposer leurs requêtes dans 70 à 100% des cas. Ont subi ce sort. Ont subi ce sort. Je donne l'exemple de la Bagoué, qui avait des réclamations de 2015 personnes à peu près. Sur les 2015 personnes, 545 réclamations ont été acceptées. Les 70%, les autres ont été refoulés. C'est-à-dire, on n'a même pas accepté de prendre ces réclamations. Je veux dire par là que ici, la CEI, son rôle, c'est de recevoir des réclamations et non refuser des réclamations à la tête du client. C'est de recevoir des réclamations et non les refuser. Et non décider d'accepter ou pas des réclamations. Mais on n'est même pas arrivé là. Ils ont refusé tout simplement de recevoir les camarades qui veulent porter les réclamations. Dans 70 à 100% des cas. Nous avons eu un petit bémol parce que une région a sauvé l'honneur, la région de Poro. La région de Poro, nos requêtes ont été acceptées. Et j'ai le plaisir ici d'annoncer que nous avons, par exemple, de la commune de Korogo, près de 12 544 cas de requêtes qui ont été acceptées. Dans la sous-préfecture de Korogo, près de 6 374 cas qui ont été acceptés. Mais dans les autres conditions, dans les autres régions, ils ont soit refusé de nous recevoir, soit ils ont pris une infime quantité. Par exemple, dans le Tchologo, sur 24 950 requêtes que nous voulons déposer, aucune requête n'a été acceptée. Aucune requête n'a été acceptée dans la région du Tchologo. Et si on dit Tchologo, vous voyez bien ce que je vois. Dans Tchologo, 100% des requêtes ont été refusées. C'est-à-dire, le militant du PPRCI, à qui nous avons demandé d'aller dans la région pour déposer sa requête, on refuse même qu'il accède au lieu de contentieux. On lui refuse même l'accès. C'est pour ça que nous avons pris ce cas comme un cas d'école. Parce que ce qui s'est passé ici se passera certainement dans les autres régions, mais c'est tellement flagrant qu'il fallait faire ce choix. Nous avons fait donc ce choix. Alors la question qu'on se pose, pourquoi avoir accepté les requêtes dans le Poro et les refuser dans les autres régions? Le Grand Nord s'entend. Pourquoi?
On est en face de ce qu'on appelle en français un constat de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Pourquoi ce qui est valable dans le Poro n'est pas valable dans les autres régions? Pourquoi? Je m'interroge. Et je vous interroge, vous les journalistes. Et je répète que la CEI n'a pas le droit de refuser qu'un citoyen accède à son bureau et que le citoyen pose ses réclamations. La CEI n'a pas ce droit-là. Son droit, c'est de recevoir. Maintenant qu'on a reçu la requête, ce que la FEC va subir, les résultats qui vont découler, ça c'est un autre problème. C'est ce qu'on appelle, on étudie le contentieux. Ils verront, si c'est positif, c'est positif, c'est négatif, c'est négatif. Mais ils refusent même de recevoir nos camarades qui viennent porter des réclamations. Et ça qu'il faut condamner et que nous condamnons. Notre analyse. Le PPACI est engagé pour la transparence du processus électoral en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous dénonçons, et nous dénoncerons toujours avec fermeté, les graves irrégularités qui compromettent le contentieux électoral actuellement en cours et qui est conduit par la Commission électorale indépendante. Malgré l'importance capitale de cette étape, dans l'assainissement de la liste électorale, plusieurs éléments démontrent que ce processus a volontairement été biaisé et orienté de manière à compromettre l'équité du scrutin à venir. Les principales anomalies que nous avons décelées sont les suivantes. Le non-respect de l'article 7 du Code électoral relatif aux éléments d'éducation de chaque électeur. Le comportement partisan des agents de la CEI. Je vous ai indiqué 2 poids 2 mesures pratiquées dans la quasi-totalité des centres de réclamation et principalement dans le Grand Nord. Ce contentieux vient étaler sur la place publique les compétences et la mauvaise foi de la CEI dans la gestion de ce processus. C'est la raison pour laquelle elle met en place une restriction volontaire de l'accès au contentieux et des exigences administratives abusives pour dissuader des pétitionnaires. Notre position. L'analyse de la liste électorale provisoire effectuée par la SAFE, notre organe de lutte anti-fraude, démontre qu'il y a plus de 6 millions d'électeurs irrégulièrement inscrits, ce qui représente 70% de la liste électorale. Elle est constituée des cas d'usurpation d'identité, des incohérences sur la filiation, des anomalies telles que des électeurs plus âgés que leurs parents et des milliers d'électeurs décédés toujours présents sur la liste. La Commission électorale indépendante a fait preuve de négligence notoire et de manquements graves à ses obligations, ce qui révèle son incapacité à effectuer des vérifications adéquates dans un processus qui engage la vie d'une nation tout entière. Au regard donc de ce qui précède, le PPACI déclare que la CEI actuelle n'est pas digne de confiance et ne peut organiser des élections transparentes et donc des élections sans heurts. Par conséquent, son remplacement par un organe électoral consensuel, véritablement indépendant et impartial, s'impose à nous tous aujourd'hui. Au regard des graves irrégularités présentes sur la liste électorale, largement démontrées, qui visiblement remettent en cause la crédibilité de ce fichier électoral et du scrutin à venir, le PPACI réclame un audit complet de la liste électorale. À cet effet, le PPACI propose de convenir d'un système de croisement des données, comme cela a été fait pour les élections présidentielles de 2010. Le PPACI reste persuadé que la réclamation en réinscription du président Laurent Gbagbo sera effective. À ce titre, réaffirmant sa détermination à obtenir la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale,
le PPACI appelle ses militants, ses sympathisants, ainsi que tous les Ivoiriens épris de justice et de paix, à se mobiliser pour défendre les droits des citoyens, à choisir librement leurs dirigeants à travers des élections démocratiques, inclusives et transparentes. Je vous remercie. Merci, professeur, pour cette présentation claire et précise. Nous allons maintenant procéder à la session de questions-réponses. Donc, je vous demande, chers collègues, de bien vouloir poser vos questions tout en restant concis. Je vous invite maintenant à poser vos questions. Bonjour professeur, je suis Jean-Jacques Denis, journaliste à Reflet TV. Ma question est la suivante. Est-ce que le PPACI envisage de saisir les instances internationales ou de mener des actions spécifiques si ces revendications ne sont pas prises en compte par les autorités électorales nationales? Bonjour, monsieur le ministre. Je suis David Bidia de Canal Ivoire. D'accord, on entend dire que cette liste électorale là, qui est contestée par le PPACI, cette liste qui vous a conduit à avoir des conseillers municipaux et des députés. Alors, est-ce que, il y a une question qui vous est posée souvent sur les plateaux de télévision, est-ce que vous, quand vous contestez cette liste qui vous a donné, bien sûr, des députés, est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre en cause, véritablement, l'élection même de vos élus? Voilà, merci. Bonjour à tous, mon nom c'est Aïssatou Diallo pour la radio La Voix de la Diaspora. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour une élection libre et transparente en Côte d'Ivoire? Et la seconde question, c'est de savoir quel est votre message pour la paix en cette période électorale. Merci. Merci, chers amis. Reflet TV, c'est bien ça, hein? Saisir les instances internationales. À ce niveau-là, vous journalistes, nous sommes un parti politique. Aujourd'hui, nous avons des préoccupations majeures que nous portons depuis des années. Pour la suite, nous sommes à la fin des contestations. Pour ce qui va se passer, laissez-nous être maîtres de notre destin. C'est le parti qui décide de ce qu'il va faire par la suite. Ce n'est pas ici que je vous dirai que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous sommes un parti politique important, responsable. Donc pour la suite, laissez-nous chercher, laissez-nous cogiter et on viendra vers vous si cela s'impose. Pour ce qui concerne nos députés qui ont été élus sur la liste 2022, cette question me gêne comme toujours, hein, parce que l'impression que j'ai, c'est que nos journalistes ne cherchent pas trop à comprendre. Ils se comportent comme les porte-paroles de la population. Mais c'est votre rôle aussi. J'en conviens totalement. Des députés ont été élus sur la liste 2022 pour les élections de 21. Et ensuite, les conseils municipaux généraux ont été élus récemment. Voilà. Donc tout ça, l'un dans l'autre, ce sont des listes électorales qui ont servi à aller compétir. Mais vous avez compris que les résultats électoraux ont été des résultats en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Pourquoi? À cause de ce que nous dénonçons aujourd'hui. À cause de ce que nous dénonçons aujourd'hui. Donc si ça a permis à des camarades d'être élus, vous avez vu que le RDR a raflé tous les sièges en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Et c'est à ce niveau-là qu'on dit que le RDR est puissant. Mais on se comprend maintenant, on avait compris depuis longtemps, mais on comprend maintenant comment ils ont procédé pour avoir tous ces élus. Voilà tout simplement. C'est tout. C'est ça que nous avons compris pour dire que oui, nous sommes allés aux élections pour tester, pour voir comment on fraude. Et on a effectivement vu comment on fraude. Moi, je vous parle. J'ai été victime de la fraude tout récemment, en 2023. J'ai été victime de la fraude, il y a mes amis qui sont là. Donc je sais comment ça se passe. Et comme on sait comment ça se passe, il nous empêche d'accéder à ces tricheries-là pour les
pour les annihiler. Et c'est pour ça qu'ils nous posent tous ces obstacles. Donc, comme on sait maintenant comment ils trichent, nous voulons qu'on ne les triche plus. Et aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent qui est candidat. Ce n'est pas Dano Djegé, ce n'est pas Tchéidé, ce n'est pas Issa Malik, ce n'est pas le Vincent. C'est Gbagbo Laurent qui est candidat. Et on a toujours dit que l'élection présidentielle est la mère des élections en Côte d'Ivoire. Disons dans le monde entier, mais particulièrement en Côte d'Ivoire. On ne peut pas aller à des élections avec le Laurent Gbagbo comme notre candidat et nous permettre d'y aller avec des listes électorales truffées des fraudeurs. Ça n'est pas possible. Donc si nous insistons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une situation particulière, dans un cas particulier. Il s'agit des élections présidentielles. Jusque-là, ils étaient seuls. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont fait les élections en 2015, ils étaient seuls. Ils ont fait les élections en 2020, ils étaient seuls. Aujourd'hui, ils ne sont plus seuls. Ils ne sont plus seuls. Ils ont Gbagbo Laurent en face. Et c'est parce qu'ils ont Gbagbo Laurent en face que nous allons tout faire pour que cette liste soit une liste fiable. C'est tout. C'est tout. Alors, Aïssatou Diallo, merci beaucoup. Nous voulons des élections libres. Comment faire pour avoir des élections libres? D'abord, c'est ce que nous venons d'évoquer. Pour que les élections soient libres, il faut que le processus aussi soit libre, apaisé, consensuel. Alors, élections libres. D'abord, le premier palier, c'est la liste électorale. Je l'ai dit tantôt, si elle est truffée de fraudeurs, cette liste ne pourrait pas nous permettre de gagner. Ne pourrait pas permettre à un candidat de gagner, sauf celui qui a fabriqué les fraudeurs. Donc, il faut que cette liste d'abord soit nettoyée. C'est le premier palier. Il faut donc que les électeurs soient inscrits de façon régulière. Il faut cette étape. Une fois qu'on a fait cette étape, il y a ce qu'on appelle l'organe électoral. Voilà, ceux qui organisent les maîtres des élections. Ce que nous avons appelé ici la CEI. Il faut que cet organe soit digne de confiance. Et je viens de démontrer ici que notre CEI est indigne de confiance. Donc on ne peut pas aller aux élections avec cette CEI-là. Nous proposons une CEI consensuelle. Une fois ça c'est fait, le processus électoral lui-même, on s'arrangera pour que ça se fasse de façon consensuelle. Que les compétiteurs soient d'accord pour nos élections. Quand on fait un match de football, tu arrives, on dit il y a un arbitre. On fait confiance à l'arbitre. On fait confiance au juge de touche. Et après, on fait confiance à ses joueurs. Pour aller gagner, on ne vient pas sur un stade de football pour aller perdre. Et comme nous voulons aller gagner, et qu'eux aussi veulent gagner, il faut que l'arbitre soit neutre, impartial, pour qu'il nous inspire confiance et qu'on aille aux élections. Je vais dire la rose à la boutonnière. Donc voilà ce qu'il faut. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait citer. On en a déjà cité plusieurs fois, mais il y a ça. Quand on aura dépassé ça, nous disons que la liste n'est pas bonne, donc nous demandons un audit. Si la liste est acceptée, que nous le faisons, ça nous met à confiance. Si l'organe qui organise les élections est consensuel, ça nous met à confiance. Et puis allez, on va aller compétir. Chacun va déployer son programme du gouvernement, son projet de société, et le plus fort gagnera. Et comme le plus fort, c'est Gbagbo Laurent, il n'y a pas match. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est ici. Voilà. Donc, Aïssatou, voilà un peu quelques conditions qu'il faudrait pour que les élections se passent bien et librement en Côte d'Ivoire. Maintenant, le message de paix. On ne fait que ça. C'est-à-dire, je le répète encore, une élection mal organisée se termine par une élection mal préparée, se termine par une élection non apaisée. Pour que nous allions à des élections apaisées, et c'est ça la notion de paix que vous m'avez demandé, il faut que ce que nous demandons aujourd'hui soit accepté par tous et qu'on prépare ensemble les élections. C'est à ces conditions-là qu'on pourrait espérer qu'en octobre 2025, on ait des élections apaisées. On ne peut pas nous demander à nous que les élections soient apaisées alors que les conditions de préparation des élections ne sont même pas apaisées. Je suis en train de transférer ici. Il n'y a pas besoin de transférer ici pour vous parler. Il sera assis chez moi tranquillement, en train de préparer les élections. Mais la dernière main sur ce que je vais dire sur le programme du gouvernement du président Laurent Gbagbo, préparer nos militants à être prêts pour aller voter. On est en train de faire ça. Même vous nous voyez encore en train de transférer dans les salles, revendiquer. Si on continue comme ça, les élections ne seront pas apaisées. Donc, élections apaisées suppose des préparations apaisées.
Voilà ce que je peux dire sur ce dossier. Merci. Au suivant. Bonjour, professeur Sébastien Dano-Diedje. Je suis Herman Adepo, journaliste à Africa Media. La semaine dernière, nous étions ici avec le ministre Koné Katinan qui avait effectivement énuméré certaines irrégularités concernant la CEI. Suite à cela, il a demandé donc la dissolution de cette CEI-là par un autre organe. Aujourd'hui encore, vous également, vous dénoncez des inégalités dans le Grand Nord. Alors ma question est, parlant de la dissolution de la CEI, qu'en est-il exactement, puisque la CEI continue de multiplier, selon vous, ses actions frauduleuses? Bonjour, Monsieur le Président. Germain Sewé, l'Horizon Info Bonnet. Vous avez évoqué un 2 poids, 2 mesures dans le traitement des données, en tout cas en concernant le contentieux. Est-ce que vous avez fait une analyse explicative de ce qui s'est passé sur les 2 zones où à gauche, on ouvre un peu les vannes et puis à droite, on ferme totalement les vannes? Est-ce que vous pouvez faire un décryptage? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Pourquoi, d'un côté, on permet que vos posent leur recours et de l'autre côté, on ferme totalement? Un peu? Si oui, nous aussi, nous avons besoin de savoir un peu ce qu'il en est. Quelle est la main qui est derrière? Quelle est l'intention de cette main? Pourquoi elle le fait? Merci, Monsieur le Président. Je suis Albert Zaté pour le compte du site connexion ivoirienne.net. Moi, ma préoccupation, c'est relativement à la non-présence du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est dans cette salle que le président a expliqué que vous êtes. Vous avez dit que toutes les instances du parti allaient se réunir pour décider, voilà, de la conduite à tenir. Bon, jusque-là, nous sommes toujours en attente de cette réunion qui va décider de la conduite à tenir pour les militants. Bon, donc je ne sais pas à quel moment ça se fera. Je vais savoir un peu. Maintenant, ma seconde préoccupation est que vous demandez la dissolution de la CEI. Bon, maintenant, s'il arrivait que ça se fait, et que le gouvernement aussi dit, bon, pour la mise en place de cette nouvelle CEI, ça va prendre du temps, on va reporter les élections. Que direz-vous? Voilà mes 2 préoccupations. Merci. Merci beaucoup. Alors, à dépôt, nous demandons la dissolution de la CEI. Quelles sont les actions que nous menons pour lutter contre la fraude? À dépôt, la dissolution de la CEI, vous avez bien écouté mon exposé liminaire, les raisons qui nous poussent à demander sa dissolution. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais plus les jours passent, plus la CEI s'enfonce et nous donne raison. Ce qu'on disait hier et que personne ne voulait nous écouter, se voit aujourd'hui au grand jour. Il n'y a pas que nous, hein. Et les experts indépendants dénoncent ce que la CEI est en train de faire. Les partis politiques dénoncent aussi. Nous, PPACI, ça fait longtemps que nous avons ce dossier à main, ça fait longtemps qu'on dénonce. Alors, comment faire pour dissoudre la CEI? La CEI a été créée par la loi. C'est même nous qui sommes les pères fondateurs de la CEI. Et je suis bien placé pour en parler. Ça a commencé par la COSUR. On l'appelait Conseil pour le référendum, la supervision, voilà, du référendum. J'y étais, j'étais membre, c'est nous qui avons commencé, avec Honoré Guillet. Nous avons institué cela parce que déjà, nous, au FPI ancien, nous en parlions. Parce que les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Et vous connaissez très bien ce grand nom ivoirien, qui est Hippo Lago, qui souvent donnait des résultats, alors qu'il habite Cocody, et que les élections ont lieu à Cocody, et que la RTI est à Cocody, il donnait toujours les résultats de Miligna, Kani. Il donnait toujours les résultats de Kani. Ces élections, on était habitués à ça. Chaque fois qu'il y a des élections, c'est Kani qui venait avant tous les bureaux de vote. On se demandait, mais pourquoi c'est Kani qui donne? Mais c'était pour préparer aussi quelque chose qui voulait nous faire avaler. On a compris ça depuis longtemps et on s'est dit qu'à lieu place du ministère de l'Intérieur,
il faut qu'il y ait un organisateur impartial. Et c'est comme ça que nous avons pensé à la mise en place d'une structure qui organiserait les élections de façon impartiale. Et je dois avouer que la COSUR, qui est devenue par la suite CNE, j'étais membre de la COSUR, j'étais membre de la CNE, a fait un travail formidable. Honoré Guier, je le dis toujours, il faut lui rendre hommage. C'est Honoré Guier qui a découvert les premiers cas de fraude. On avait près de 90 000 fraudeurs qu'on a dû enlever sur la liste électorale. C'était Honoré Guier déjà. Donc, des hommes travaillaient dans ce pays pour permettre des élections libres, j'allais dire démocratiques, mais des élections acceptées par tous. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, en 2002, une rébellion arrive en Côte d'Ivoire. Cette rébellion dit, j'ai pris les armes, j'ai échoué, mais je vais absolument arriver au pouvoir. Et comme le pays était coupé en deux, nous avons dit, le président Gbagbo Laurent, président à l'époque, a dit, je veux la paix. Pour la paix, dites-moi ce que vous voulez, et je vais faire ce que je peux. Et pour qu'il y ait la paix à Côte d'Ivoire, il a accédé aux revendications de la rébellion. Ça s'est passé à Marcoussis, à l'INAS Marcoussis, où on lui a imposé plein de dossiers, plein de sujets qu'il fallait qu'il traite. On lui a imposé un premier ministre, on lui a imposé un gouvernement, et vous savez ce que nous avons fait pendant des années avec ce gouvernement. C'est dans cette mouvance-là que toujours vouloir accéder au pouvoir coûte que coûte, la rébellion et ses amis ont décidé d'être maîtres du jeu électoral, être maîtres de l'organe qui organise les élections. Quand on a dit qu'il y avait une commission qui allait organiser les élections de 2010, d'abord 2005 et ensuite 2010, ils y ont mis tous les camarades. C'est à ce moment-là que nous avons entendu parler de MPIGO, de MJP, de tout ce que vous voulez. Ils sont retrouvés de la commission électorale. Le gouvernement, à l'époque, FPI, n'avait qu'un seul militant qui avait été désigné dans cette commission. Et évidemment, en tant que président de la République, le président avait nommé son représentant. Tout le reste, c'était la rébellion et les alliés à la rébellion. On avait environ 31 personnes à l'époque. Et ces 31 personnes, au bas mot, il y avait 26-27 qui étaient de l'opposition et de la rébellion. Et c'est même l'opposition, la rébellion, qui présidait la commission électorale de l'époque. Voilà comment s'est passé la Côte d'Ivoire. Voilà d'où vient la commission électorale que nous avons aujourd'hui. Quand ils ont réussi le coup d'État en 2011 et que Gbagbo a été déporté, ils ont continué dans la logique. Ils ont mis dans la commission électorale tout ce qu'ils voulaient y mettre pour que ce soit leur commission électorale. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Dans cette commission, pour faire démocrate, ils ont ouvert la place à des partis d'opposition. Mais ils sont passés par derrière pour corrompre ces partis d'opposition qui sont devenus leurs alliés. Si vous voyez aujourd'hui la commission électorale, soi-disant indépendante de la Côte d'Ivoire, menez vos enquêtes en tant que journaliste, vous voyez chaque représentant des partis politiques et dites-moi de quel bord politique il est. Le FPI ancien a un représentant là-bas, mais aujourd'hui le FPI ancien est divisé en deux. Le MFA a un représentant là-bas, mais le MFA est aujourd'hui divisé en deux. Le PIT, idem. C'est ça que nous vivons. Et je suis un peu, excusez-moi, mais offusqué que vous ne creusiez pas ça suffisamment. Quelle est la situation actuelle de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire? Regardez un peu. Si bien que quand on se retrouve dans les commissions locales, vous verrez que ces commissions sont dominées par les partis au pouvoir. Toutes les commissions sont dominées par les partis au pouvoir. Donc je ne suis pas surpris que dans les commissions du Nord, on refuse l'accès aux contentieux à nos camarades. Parce que c'est eux qui sont là-bas. Donc tu es mon adversaire politique. Et puis tu viens faire une réclamation. Évidemment, je te jette. Et je ne te reçois pas. Je trouve des arguments pour ne pas te recevoir. D'ailleurs, je dis, bon, il ne faut même pas arriver ici. C'est ce qui se passe. Donc les commissions locales et la commission centrale est dominée par le parti au pouvoir. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit aujourd'hui. Du coup, vous savez la suite qu'ils ont trouvée?
Pour le contentieux électoral, ils ont trouvé une astuce. Ils ont dit que, bon, comme tout le monde ne peut pas être présent le même jour, on va faire la ronde, comment on appelle ça, des permanences. Donc, tel jour, c'est un membre d'un tel parti politique, soi-disant, qui est des permanences, c'est lui qui reçoit les requêtes. Alors, comme je vous ai dit que partout, c'est eux qui dominent, tous les jours, c'est les représentants que vous allez trouver en place. Hein. Tous les jours. Sur les 15 jours, vous allez les trouver en place 15 fois. Peut-être une fois pour le soi-disant représentant du PDCI ou bien du PPACI. Une ou deux fois. Voilà ce qui se passe. Donc, du coup, c'est biaisé depuis la base. Voilà pourquoi il est difficile de lutter contre la fraude. Lutter contre la fraude. On a parlé de dissolution. Je vous ai dit pourquoi on demande la dissolution. Nous ne sommes pas arc-boutés sur ça. On dit tout simplement qu'il nous faut une commission électorale consensuelle. On appelle les Ivoiriens, on discute. On dit, bon, voilà ce qu'on peut faire pour les élections qui arrivent. Nous voulons la paix à notre pays. Nous voulons mettre tout le monde en confiance. Donc, les citoyens n'ont qu'à venir. Vous, PPACI, vous proposez qui? Inter, vous proposez qui? Et on regarde ensemble. On peut trouver des hommes de confiance dans ce pays. Des hommes intègres dans ce pays. Il y en a eu. Il y a eu des Camille Odier. Pour ne citer que c'est ceux-là. Dans ce pays. Donc, on est capable de trouver des hommes et des femmes qui peuvent diriger une commission électorale indépendante, réellement, et qui inspire confiance. C'est où Germain? On parle de fraude, on donne d'un côté et puis on tourne de l'autre. Vous voulez faire allusion à ce que j'ai dit concernant le Nord, parce que vous m'avez dit que dans le Poro, je vous ai dit que dans le Poro, ça s'est bien passé, et dans d'autres situations, ça s'est mal passé. Bon, ça, c'est la CEI seule qui a son secret. Je ne suis pas dans le secret de la CEI. Je constate tout simplement que dans le Grand Nord, on a eu un peu plus de chance dans le Poro. Est-ce que parce qu'on a des camarades assez spéciaux dans le Poro? Je n'en sais rien. Mais tu est-il que là-bas aussi, ils sont nombreux. C'est eux qui dominent. Mais au moins là-bas, ils ont été compréhensibles et puis ils ont reçu nos requêtes. Nos requêtes. Donc voilà ce que je peux dire. Alors ce qui est derrière, ce qu'on a dit, ça dit que c'est eux seuls qui sont les maîtres de leur système de fraude. S'ils pensent qu'en nous faisant de la largesse, ça peut leur rapporter quelque chose, ils le font. Et pour ceux qui pensent aujourd'hui que nous, on lutte, et puis rien n'arrive, et quelqu'un l'a dit vers la fin, il se pourrait que ces messieurs attendent le dernier jour, vous disent, bon, venez, on va dialoguer. Il se pourrait qu'ils le fassent. C'est ce qu'ils ont toujours fait, d'ailleurs. Il se pourrait qu'ils le fassent. Et il sera peut-être un peu trop tard. C'est à cela que vous demandez si on reporte les élections, qu'est-ce qu'on a dit? Cher ami, je n'ai pas de problème avec tout ça. Et ce n'est pas ici qu'on va décider de ça. Mais moi, en tant qu'individu, ce que je veux que les élections où nous avons un candidat qui s'appelle Laurent Gbagbo se passent bien. Et que l'organe qui va diriger les élections soit un organe impartial, qui est digne de confiance. Si les élections doivent être organisées demain avec cet organe consensuel, il n'y a pas de problème. Si ça doit s'organiser le 26 octobre, le 25, avec un organe, je n'ai pas de problème. Mais dans tous les cas, ce que je cherche, c'est que Laurent Gbagbo est candidat, les élections s'organisent de façon consensuelle et crédible, et on gagne ces élections-là. Les autres, là, je ne suis pas de la spéculation. Je ne suis pas de la spéculation. Oui. Donc, je crois avoir fait le tour. Chers amis, ce sont les quelques réponses que je voulais donner aux préoccupations de nos camarades. Peut-être que je n'ai pas répondu totalement à vos préoccupations, mais considérez qu'on aura d'autres occasions. Mon mot de fin est simple. Le pays, la Côte d'Ivoire, a souffert pendant des années de la mauvaise organisation des élections. Parce qu'on veut absolument diriger ce pays, on se permet tout. Ça n'est pas bon pour une nation. Nous devons construire une nation cohésive, une nation de paix, une nation prospère, une nation fraternelle. Pour y arriver, nous avons des efforts à faire. Les efforts doivent venir d'abord de celui qui a aujourd'hui, j'allais dire, la direction de ce pays, c'est-à-dire le gouvernement. Nous, opposition, on pose nos revendications, nos préoccupations. Il appartient au gouvernement de regarder dans nos préoccupations
et faire ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Ce que nous demandons, c'est d'organiser des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées pour 2025. Voilà ce que nous demandons. Et comme nous avons un candidat qui s'appelle Laurent Gbagbo, nous pensons ici et maintenant que notre candidat sera élu le 25 octobre 2025. Voilà notre mot de fin. À ce mot de fin, je voulais associer, parce que je ne peux pas être à ce micro sans dire un mot de mes collègues qui sont à peine aujourd'hui. Il s'agit des enseignants. Les enseignants sont en grève. Ils revendiquent leurs droits légitimes, les droits des citoyens, les droits constitutionnels. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont embastillés et je viens d'apprendre qu'ils veulent radier presque tous les grévistes. Ça ne se fait pas dans un pays. Ça ne se fait pas dans une nation. Ça ne se fait pas dans une république. On ne répond pas à une revendication par la violence. Un citoyen qui revendique, il a quelque chose à dire. C'est parce qu'il souffre qu'il revendique. Sinon, on doit revendiquer tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils sont organisés en association syndicale. Pour que quelqu'un porte leur voix. Parce que chaque individu peut se libérer pour dire, faire des revendications tous les jours. Donc, au lieu d'embastiller les syndicalistes, il vaut mieux discuter avec eux. Il faut discuter avec les syndicalistes. Il ne viendra pas détruire la Côte d'Ivoire. Il ne viendra pas appauvrir la Côte d'Ivoire. On dit le pays est prospère, le pays a de la croissance de chiffres. Donner quelques petits millions à un enseignant, ce n'est pas ça qui va détruire notre pays. Ce n'est pas ça qui va appauvrir notre pays. Les enseignants les demandent qu'on les regarde, on regarde leur situation. Et n'oubliez pas qu'un enseignant est un formateur, un éducateur. C'est l'enseignant qui forme la nation. L'enseignant est le père de la nation. On dit que le président de la République est le père de la nation, mais pour moi, c'est l'éducateur. C'est lui qui met l'enfant au monde, c'est lui qui l'éduque, c'est lui qui le montre à la vie, à la nation. C'est celui-là qui mérite d'être honoré. Et les enseignants méritent d'être honorés. J'en suis un. Il faut que les enseignants soient honorés. Donc, nos camarades enseignants qui sont dans la difficulté aujourd'hui, vous avez le soutien du PPACI et d'ici quelques heures ou quelques jours, le PPACI sortira une déclaration de soutien aux syndicalistes en grève. Je vous remercie.